Je voudrais tout d'abord remercier Alain Gonzalez et Jean-Pierre Azman donc pour l'organisation de ce colloque, donc avec un grand enthousiasme et le mérite donc, qui les caractérise, et d'avoir su rapprocher donc, Paris Descartes et l'UPMC donc, à cette occasion, et donc réunir un public nombreux. Je remercie, je dirais d'avance, tous les intervenants et tous les participants de ce colloque, qui s'annonce très riche de par les thématiques proposées et bien sûr donc la qualité des interventions. Alors à Paris Descartes, on peut dire que le service de formation continue joue un rôle important. Nous proposons plus de 400 formations qui concernent aussi bien des diplômes nationaux que des diplômes d'université, des séminaires spécialisés et maintenant aussi des actions de plus courte durée. On a à peu près une trentaine de formations ouvertes à l'apprentissage, avec un accent volontairement mis sur le développement des formations, donc en alternance, une place bien sûr importante dans ce domaine joué par l'IUT. À Paris Descartes, on se caractérise aussi sans doute par la richesse de la formation médicale continue, qui occupe une place particulière, avec près de 200 DU, DIU, donc en médecine. Il y a une évolution, une modularisation de l'offre de formation qui se fait bien sûr en accord avec les nouvelles obligations en matière donc de formation, d'évaluation dans ces domaines. L'offre est aussi importante à la faculté de pharmacie, tant pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétologique, mais aussi les professionnels donc biologiques, les pharmaciens d'officine ou hospitaliers. D'autres secteurs sont concernés puisque Paris Descartes est une université donc de l'homme et de la santé, donc avec une offre pluridisciplinaire. On a le secteur de l'aide spécialisée à la personne qui est important bien sûr, qui concerne les sciences de l'éducation, la psychologie, la médecine, le secteur de la formation et de l'éducation, donc avec les nouveaux métiers, et aussi le secteur de la sécurité et du risque. À l'heure d'aujourd'hui, l'évolution se situe, s'envisage avec plus d'ouverture et dans le cadre donc de l'offre de Sorbonne Paris-Cité. La formation continue donc est envisagée au niveau de l'université Sorbonne Paris-Cité comme un axe de développement majeur en termes de diffusion des savoirs dans son environnement socio-économique. On l'a souligné, comme c'est important, avec aussi une volonté d'ouverture aux échelles donc nationales et internationales et de diversification donc à partir des ressources des différents établissements. Dans les projets, de nombreuses activités soutenues donc par Sorbonne Paris-Cité seront principalement positionnées sur une nouvelle offre de formation à destination des cadres et des dirigeants, donc qui se veut complémentaire aux offres déjà proposées par les membres donc à d'autres publics. Donc à la fois l'acquisition de nouvelles connaissances, mais aussi la maîtrise des innovations donc sur le plan social, des innovations technologiques issues de la recherche donc qui se caractérise comme pluridisciplinaire, donc jouera un rôle très important. Il y a plusieurs objectifs. Identifier, développer une offre conjointe de formation continue, labellisée donc Université Sorbonne Paris-Cité, dans le cadre d'un partenariat entre membres, avec un partage potentiel donc de contenu et de ressources. Vouloir développer cette offre donc de formation continue également à l'échelle internationale, donc avec une ambition donc accrue sur ce plan, donc en envisageant vraiment un levier de valorisation aussi pour les résultats de recherche et positionner Sorbonne Paris-Cité donc dans tout au long de la vie, également donc par rapport aux enjeux sociaux, ceci bien sûr en articulation avec la formation initiale et en bénéficiant des innovations pédagogiques, numériques bien sûr, et de la recherche donc développée au sein de programmes pluridisciplinaires. Donc à la fois un axe bien sûr stratégique pour une commune qui se veut donc un acteur universitaire au plus près du monde socio-économique, un axe bien sûr intellectuel, proposer aussi des programmes originaux
qui ne sont pas à la portée des établissements plus ciblés de façon isolée, mais pouvoir proposer des business schools, des écoles d'ingénieurs en choisissant donc des priorités thématiques qui correspondent au développement donc pluridisciplinaire. Bien sûr, le dernier axe, il est également économique et se veut bien sûr d'ancrer et de faire bénéficier donc au public le plus large possible tout ce que peut apporter la formation donc continue, la formation tout au long de la vie. Donc je vous remercie encore une fois de votre participation à cette journée et je vais passer la parole à mon collègue. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis assez heureux de voir que l'Assemblée est assez fournie malgré tous les obstacles que Alain Gonzalez a cités tout à l'heure, avec en particulier quelques difficultés de transport. Donc je suis Fabrice Chemla, je suis vice-président de l'Université Pierre et Marie Curie. Mon titre exact, c'est important, c'est vice-président formation initiale et continue. Pourquoi formation initiale et continue? C'est parce que, effectivement, depuis longtemps, et le fait qu'Alain soit effectivement responsable de l'organisation globale de la formation, enfin de l'organisation réunissant l'ensemble des services de formation continue, est une preuve qu'effectivement la formation continue, qui est une ancienne dénomination, je suis d'accord avec vous, est effectivement quelque chose d'important à l'Université Pierre et Marie Curie. Alors c'est d'autant plus important qu'on est effectivement à la veille de grands bouleversements. Je ne vais pas vous faire l'article, vous le savez très bien, vous le savez sans doute même mieux que moi. La loi qui est passée sur la formation professionnelle avec les décrets d'application qui vont suivre modifie considérablement le positionnement de la formation continue et positionne aussi d'une certaine manière, à mon avis, les universités comme étant des clés importantes dans ces dispositifs. Donc, effectivement, ça veut dire aussi la sécurisation des parcours professionnels, ça veut dire la portabilité du droit à la formation, et tout ça, ça va se matérialiser dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, par, à mon avis, de grands bouleversements au sein même des services communs de formation continue qu'il y a de par la France. Alors, l'Université Pierre et Marie Curie, donc le service de formation continue de l'Université Pierre et Marie Curie est bien connu. Je ne vais pas faire l'article ici de tout ce qu'il a mis en place, tant au niveau scientifique que médical, puisque vous le savez, l'UPMC est une université essentiellement scientifique et médicale. Mais néanmoins, l'UPMC s'articule au sein d'un autre presse parisien, le presse Sorbonne Université, dans lequel effectivement il y a une université de lettres et de sciences humaines, donc Paris-Sorbonne, que certains connaissent sous le nom ancien de Paris 4, le Muséum d'histoire naturelle, l'Université technologique de Compiègne et une école de business school, une business school qui est l'INSEAD. L'offre de formation continue, je vais quand même continuer à utiliser ce terme-là, qui va se mettre en place au niveau de Sorbonne Université, est effectivement une offre de formation qui, comme avec nos voisins et néanmoins amis Sorbonne Paris-Cité, va effectivement s'appuyer sur les offres de formation existantes au sein des établissements, mais essayer de développer une synergie mettant en place effectivement les complémentarités qui sont les nôtres entre les établissements. Une caractéristique importante de Sorbonne Université, c'est qu'elle réunit finalement des universités qui sont toutes dites, entre guillemets, de recherche intensive. Alors, recherche intensive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des universités qui ont fait la recherche, qui ont fait l'activité de recherche un des cœurs principaux de leur activité globale. Alors, l'objectif d'une université de recherche intensive, ce n'est pas, bien évidemment, c'est de faire de la recherche, d'accompagner la recherche, d'être le plus performant possible dans les activités de recherche, mais ça signifie aussi que la formation, dont je suis effectivement le représentant, s'appuie, s'adosse, soutient, nourrit la recherche.
Alors ça, c'est à mon avis quelque chose de très important aussi en formation continue. Parce qu'en fait, nous avons affaire à des universités qui, effectivement, promeuvent la recherche, la développent, et pour moi, une des caractéristiques principales de la formation continue, c'est de pouvoir former, donner des compléments de formation à des gens dans un milieu professionnel qui, effectivement, ont suivi des études à un instant donné et veulent parfaire leurs connaissances, reprendre le train, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est fait de nouveau depuis qu'ils ont quitté l'université ou peut-être même une école, etc., etc. Donc ça veut dire que pour nous, la formation continue, c'est effectivement une formation que l'on pourrait qualifier de continuée, car effectivement, elle constitue une partie intégrante du développement professionnel continu de tout un chacun. Et dans ce cadre-là, effectivement, elle doit forcément être couplée à une autre démarche qui maintenant, grâce à la loi ESR, est effectivement au centre des missions de l'université, c'est-à-dire tout le travail d'orientation et d'insertion professionnelle qui doit se développer au niveau des étudiants. Alors là-dessus, je trouve ça particulièrement symptomatique et motivant que justement ici dans cette assemblée il y ait non seulement les représentants des différents services de formation continue mais aussi des représentants du réseau Courroie qui tiennent effectivement leur congrès demain. Il est clair que dans ces conditions-là, la démarche d'orientation et d'insertion que toute université se doit de mettre en place maintenant doit effectivement se penser, bien sûr en termes d'orientation, bien sûr en termes de débouchés professionnels, mais ces débouchés professionnels, dans un monde qui bouge, dans un monde qui change, ne doivent se penser qu'avec effectivement la possibilité d'effectuer cette formation continuée dont je parlais tout à l'heure. En fait, on le sait bien maintenant, les étudiants de formation initiale qui sont dans les universités, eh bien, ils vont être amenés à exercer une activité professionnelle, mais cette activité professionnelle, très clairement, changera, très clairement, évoluera. Il n'y a plus, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça, de profil maintenant de carrière pour les jeunes qui se pensent en termes de « je passe mon examen, j'obtiens mon diplôme, je trouve une boîte où me caler et ensuite j'y vis 42, 43, 44, 45 ans jusqu'à la retraite. » On le sait bien, maintenant c'est plus comme ça. Les jeunes qui sortent de nos universités, eh bien, ils effectueront une carrière professionnelle qui sera avec des virages, avec des orientations, et à chaque instant de leur carrière professionnelle, il faudra, et c'est de notre responsabilité, il faudra être capable de les accompagner, pour les soutenir, pour effectivement leur donner les moyens et les outils qui leur permettront d'effectuer ces virages, et ceci tout au long de leur carrière professionnelle. C'est en ces termes-là qu'effectivement, le terme un petit peu, enfin, qui est un terme intéressant, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, de formation tout au long de la vie, mais qui a, je trouve, encore un petit peu de mal à s'imposer dans le discours d'une manière générale, prend tout son sens. Alors je disais qu'on était un regroupement d'universités de recherche intensive. Pour moi, ça a un impact aussi très important au niveau de la formation continue, je vous ai dit tout à l'heure. Et en quoi ça se fait, ça? Eh bien, on le sait bien, la recherche nourrit la formation. Ça veut dire qu'effectivement, un enseignant qui enseigne dans une université a un public de formation initiale ou de professionnels en formation continue, va bien évidemment enseigner ce qui se fait le plus récent, nourri par ses travaux de recherche. Ce n'est pas une formation pour la recherche, mais c'est une formation par la recherche, avec évidemment tout le cortège de questionnements, d'être capable de douter, de questionner, de modéliser, qui est le cœur de l'activité de recherche. Mais il faut dire aussi que cet esprit-là, il doit aussi être insufflé, et il l'est en tout cas chez nous, dans la formation continue qui se pratique. C'est un travail qui, effectivement,
n'est pas forcément aussi simple que ça, vous le savez tous, pour nos collègues des universités. Il est un peu difficile quelquefois d'arriver à faire comprendre à un enseignant, à un professeur, à un maître de conférence que son activité de formation initiale, ce serait pas mal aussi qu'il la démultiplie pour en faire de la formation continue, qu'il change un peu son public, qu'il recible son cours, etc., etc. Mais c'est un travail qui se fait de plus en plus. Nous avons intérêt de toute manière à mélanger le plus possible la formation initiale et la formation continue. Nous y avons intérêt pour la formation continue en elle-même, de manière à ce qu'elle ne soit pas hors sol, mais nous avons aussi intérêt à pratiquer ce mélange pour la formation initiale. Car autant la formation initiale, entre guillemets, noble dans les universités, est connue pour ses contenus, la base importante de savoir qu'elle véhicule, eh bien je trouve que la formation continue, de par ses développements récents, de par son positionnement par rapport aux entreprises, a développé une approche d'ingénierie pédagogique dont la formation initiale, quelquefois, serait bien inspirée de s'inspirer, justement. Lorsque je discute de l'évaluation avec mes collègues, l'évaluation des étudiants, je suis quelquefois assez surpris de voir qu'ils découvrent que finalement, un enseignement à l'université doit s'évaluer par rapport à des objectifs. Ils sont très surpris, ils me regardent quelquefois avec de grands yeux, alors que tout le monde le sait en formation continue, c'est évident que pour évaluer une formation, il faut d'abord commencer par définir les objectifs, ensuite les décliner, faire une évaluation à chaud, faire une évaluation à froid. Toute cette technique-là d'ossimologie, elle est extrêmement connue en formation continue et quasiment inconnue en formation initiale. Donc ça, c'est un exemple où les deux démarches doivent absolument s'interpénétrer pour se nourrir mutuellement. Un dernier point, j'ai vu que demain, vous alliez parler de formation en distanciel et l'impact des MOOC. Alors là-dessus, je peux dire 2 minutes, quelque chose. Depuis très longtemps, nous avons effectivement à l'université une démarche de mise en place de non-présentiel en ce qui concerne notre offre de formation. Nous avons toute notre offre de formation licence, par exemple, qui est accessible en distanciel. Nous sommes en train de travailler sur effectivement l'utilisation de cette offre de formation distancielle à destination de la formation continue. On s'aperçoit que ça ne se fait pas aussi naturellement que ça. En fait, très naïvement, à l'origine, je pensais qu'il suffisait d'adapter la formation distancielle que nous avions pour en faire des MOOC, des SPOC, et que certaines parties de cette offre de formation numérisée pourraient servir à la formation continue. On s'aperçoit bien évidemment que j'étais très naïf et que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, même si une partie du travail peut se faire comme ça, ça nécessite bien évidemment une revisite totale de la pédagogie, de l'ingénierie pédagogique, etc., etc. Alors bien évidemment, ça doit se mettre dans le cadre des moyens, ça doit se mettre dans le cadre des coûts complets, mais je peux vous dire qu'effectivement c'est un travail que nous avons commencé à l'université et qu'il ne faut pas sous-estimer. Je ne vais pas durer plus longtemps parce que je pense qu'il y a d'autres personnes après moi qui ont sûrement plein de choses intéressantes à raconter. Donc merci à toutes et à tous d'être venus et bon congrès à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Nous représentons la région Île-de-France. Je m'appelle Pascale Bourra-Ousni, je suis la directrice de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et mon collègue Thierry Briffaut est le directeur adjoint de la formation professionnelle de la région Île-de-France. Nous souhaitions d'abord excuser la présence de Jean-Paul Huchon et de la vice-présidente Isabelle Thys-Saint-Jean qui est en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis vous expliquer assez rapidement en quoi la région est aux côtés des universités de son territoire. Je pense que c'est important de faire un petit détour sur les particularités de l'Île-de-France puisque nous comptons 16 universités sur ce territoire et un grand nombre d'écoles. Donc c'est un enjeu de pouvoir montrer l'intérêt de la région Île-de-France pour tout cet ensemble consacré à l'enseignement supérieur.
donc une région qui est composée de 12 millions d'habitants et qui accueille 600 000 étudiants, avec cette particularité aussi d'accueillir de nombreuses étudiantes et étudiants qui viennent d'autres territoires que ceux de la région Île-de-France. Alors, ces particularités ont nourri la réflexion des élus et ont fait que lorsque ceux-ci ont délibéré en 2010 pour donner les grandes orientations de la politique régionale de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche, l'accent a été mis sur 4 priorités politiques et la première d'entre elles, c'est d'améliorer l'accueil et la vie étudiante sur le territoire. La deuxième priorité politique, c'est le soutien à l'emploi scientifique. La troisième, c'est le soutien à la recherche. Et la quatrième, c'est le fait de soutenir le dialogue entre sciences et société, qui est une compétence qui a été désormais reconnue aux régions par la loi de juillet 2013. Alors, le soutien de la région Île-de-France, il se traduit, comme dans toutes les régions dont vous venez, par des partenariats avec l'État, donc sous forme de contractualisation dans le cadre de contrats de plan État-région successifs. Donc pour la région Île-de-France, sur la période 2007-2013, l'enveloppe globale État et région qui a été consacrée à l'enseignement supérieur et à la recherche est de 1,3 milliard d'euros, répartis à peu près à parité entre l'État et la région. Tout à l'heure, j'entendais Madame la vice-présidente de Paris 5 qui parlait de son IUT. L'IUT de Paris 5, par exemple, va aller s'installer très prochainement dans un bâtiment dont la maîtrise d'ouvrage a été assurée par la région, dans l'IUT qui s'appelle l'IUT Pajol, situé dans le 18e arrondissement. Et c'est un bel exemple de partenariat puisque 2 IUT vont se retrouver à cet endroit-là, celui de Paris 7 et de Paris 5. Alors, l'autre particularité de notre région, donc c'était juste un exemple, hein, on a bien sûr assuré la maîtrise d'ouvrage ou soutenu de nombreux bâtiments sur notre territoire. L'autre particularité, c'est qu'on va connaître 8 communes. Donc déjà, c'était intéressant de voir que 2 universités de 2 presses ou communes différentes pouvaient s'unir pour organiser un rassemblement comme celui-ci. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on peut dialoguer même quand on n'est pas dans les mêmes communes. Et c'est bien sûr aussi une préoccupation régionale, puisque nous, on veut avoir une vision sur l'ensemble du territoire, soutenir en fait le fait que les personnes qui sont présentes sur l'ensemble du territoire puissent accéder à l'enseignement supérieur et à la recherche dans les meilleures conditions possibles, ce qui est parfois un peu une gageure compte tenu du territoire francilien, qui fait que la Seine-et-Marne, par exemple, est un territoire où les universités, bien que présentes, ne permettent pas d'accueillir les étudiants avec des conditions de délai de transport qui soient satisfaisantes. Alors, les régions peuvent être aussi, indépendamment de ce genre de contractualisation assez massive que je viens de décrire, de bons acteurs pour soutenir des expérimentations. Alors, je voudrais en citer juste 2. Un premier exemple, c'était une initiative qui avait été menée par le département de la formation continue de Paris 6 pour aider les décrocheurs à revenir vers un projet professionnel. Malheureusement, cette initiative a été amenée à s'interrompre parce qu'elle avait été lancée dans le cadre du plan de Martin Hirsch sur la jeunesse, et donc faute de financement, elle a été amenée à s'interrompre. Pour autant, elle était tout à fait passionnante et très intéressante pour proposer à des jeunes gens qui ont jamais compris parfois quel était l'intérêt d'aller à l'université, ce que pouvait être un projet professionnel. Et nous, régions, on avait donné le statut de stagiaire de la formation professionnelle à ces jeunes gens et jeunes filles, ce qui leur avait donné la possibilité d'avoir la sécurité sociale gratuite, ce qui est toujours un moyen de raccrocher avec la société quand on a un statut qui est reconnu. L'autre point dont je voulais parler, c'est une expérimentation qu'on a menée dans le cadre d'une démarche qui a été beaucoup portée par la vice-présidente Isabelle Tissingent par rapport aux personnes qui sont incarcérées. Et donc nous avons lancé un partenariat avec la prison de Fleury-Mérogis pour faire en sorte d'offrir aux personnes incarcérées la possibilité d'étudier. Alors après une concertation avec un certain nombre d'associations et d'acteurs du système pénitentiaire, mais aussi de personnes de l'éducation nationale qui interviennent en prison, il s'est avéré que l'une des difficultés pour les détenus, c'est de ne pas aller travailler et donc de ne pas pouvoir compléter un minimum de rémunération pour assurer les besoins de la vie quotidienne. Et donc la région a décidé de verser une bourse de 200 € mensuels aux détenus pour pouvoir poursuivre des études d'enseignement supérieur. Et ça a intéressé en fait l'université Marne-la-Vallée qui envoie donc des enseignants-chercheurs sur place pour donc donner des cours à ces étudiants incarcérés. Et beaucoup d'entre eux préparent le DAEU, donc je pense que c'est un diplôme que vous connaissez très bien. Ça me paraissait important de vous citer cette expérimentation.
Donc je ne vais pas être beaucoup plus longue puisque Thierry va vous expliquer ensuite en quoi nous intervenons au titre de la formation professionnelle, mais je pense que le rassemblement d'aujourd'hui et des jours qui viennent est intéressant pour vous toutes et tous afin de pouvoir échanger sur vos pratiques dans les différentes régions, et c'est toujours très très intéressant pour capitaliser les expériences. Donc je vous souhaite de bons travaux à venir. Merci Pascal, et merci pour cette transition, puisque vous savez également que dans le cadre de la loi qui vient d'être votée, les régions vont avoir de nouvelles responsabilités, dont la formation du public sous main de justice, et notamment les étudiants incarcérés. Alors moi, avec Pascal, donc ma collègue en charge de l'enseignement supérieur, quelque part on représente effectivement la problématique de la formation tout au long de la vie. Même si à l'échelle de la région Île-de-France, on n'en représente que deux parties, puisqu'il nous manque l'apprentissage, la formation par l'apprentissage, la formation sanitaire et sociale, et également les lycées. En fait, très tôt, déjà depuis 2006-2007, les élus régionaux ont souhaité aller au-delà de la formation professionnelle et de parler de formation tout au long de la vie, puisque plus loin que le cadre légal qui était imposé aux régions, ils ont souhaité mettre en place un schéma régional de la formation initiale et continue tout au long de la vie. Donc, évidemment, nous nous sommes organisés au sein de la région pour mettre en œuvre ces orientations politiques et on essaye, autant que faire se peut, de mettre en place des dispositifs qui permettent ces articulations et des constructions de parcours d'une formation à une autre. J'ai déjà entendu beaucoup parler de formation initiale et de formation continue. On connaît dans notre monde de la formation continue d'autres clivages selon les statuts des personnes, que l'on soit salarié ou que l'on soit demandeur d'emploi. Et c'est vrai qu'on essaie donc de développer des dispositifs qui correspondent à ces différents statuts et à ces différents types de formation. En ce qui nous concerne sur la formation professionnelle, on prend en charge du public allant des jeunes en insertion, voire en voie de marginalisation, jusqu'à du public salarié fragilisé dans leur emploi. Dans ce cadre-là, on développe donc un ensemble de dispositifs pour lesquels, malheureusement, on peut dire que la région Île-de-France et probablement les autres régions, nous ne sommes pas des très bons clients pour les universités, puisqu'on intervient essentiellement auprès de vous par l'intermédiaire de la promotion sociale, ça a été rappelé tout à l'heure par M. Gonzalez, notamment par le financement, le cofinancement de vos interventions dans le cadre des DAEU, et également dans le cadre d'interventions dans des formations qualifiantes sur lesquelles, en Île-de-France, certaines universités se positionnent sur nos marchés. Évidemment, j'ai parlé de marché puisque vous savez que nous sommes dans le cadre légal, nous sommes dans un cadre légal qui nous impose d'utiliser ce mode de contractualisation. Et nos orientations politiques priorisent des formations au premier niveau d'accès à la qualification, c'est-à-dire niveau 4, niveau 5, niveau 4. Et c'est vrai que les universités, dans ce cadre-là, ont plutôt évidemment des propositions à un niveau supérieur. Donc c'est un sujet sur lequel vous serez probablement amené à travailler dans le cadre de ces journées, mais également bien sûr ultérieurement, pour tenir compte de la loi qui va vous occuper pendant ces quelques jours et ces années qui viennent. Alors, vous savez que parmi les responsabilités des régions, donc nous récupérons, comme je l'évoquais, la formation des publics sous main de justice, la formation des travailleurs handicapés également, les problématiques autour de l'illettrisme et des compétences clés sont effectivement des responsabilités dont on ne sait pas encore trop bien comment on va les prendre en charge, mais ce qui est certain, c'est qu'elles vont rentrer dans le prisme de nos dispositifs sur lesquels vous pourrez éventuellement être amené à intervenir. Au-delà, vous savez que cette loi ouvre des ouvertures nouvelles, notamment avec le compte personnel de formation, et son corollaire, pour bien l'utiliser, le conseil en évolution professionnelle, avec également des nouvelles règles de financement et surtout des nouvelles modalités de gouvernance qui rassemblent, de manière un peu caricaturale, autour de la table, les principaux décideurs et financeurs de la formation professionnelle continue. Alors ces modalités de travail, on les connaît relativement bien en Île-de-France, mais également dans d'autres régions, puisque, sans vouloir être trop long, on va dire que la crise de 2008 a imposé une certaine solidarité entre les décideurs et les financeurs de la formation continue et nous a imposé de nous mettre autour de la table. Alors, je ne vous cacherai pas qu'au début, je parlais tout à l'heure de différence de statut entre salariés et demandeurs d'emploi,
les financeurs donc représentés, qui interviennent auprès des salariés, représentés évidemment par les partenaires sociaux dans leur composante patronale et salariale, se demandaient un peu pourquoi la région, qui intervient plutôt auprès des demandeurs d'emploi, souhaitait les associer dans les discussions, dans la réflexion sur les actions que nous pourrions mener pour réagir face à la situation économique qui s'annonçait en 2008. Et déjà à cette époque-là, ça a été quand même un relatif temps de discussion pour faire comprendre qu'on s'adresse d'abord à des actifs qui, à un moment donné, sont salariés, à d'autres moments donnés, sont en recherche d'emploi. Une fois cette explication donnée, on a tous compris qu'effectivement on était dans la même démarche, dans le même bateau, et qu'il était important de travailler ensemble pour permettre le continuum d'intervention, de financement des projets des individus, quel que soit leur statut. Et en fait, cette réflexion menée évidemment avec d'autres régions, avec l'ensemble des partenaires sociaux, avec l'État, rentrait bien dans l'air du temps, forcé peut-être effectivement par le contexte, comme je l'évoquais, mais montrait bien tout l'intérêt de placer la formation tout au long de la vie, non pas sous l'angle uniquement du projet de l'individu, mais aussi sous l'angle des financements et la continuité des financements qui permettent de mettre en œuvre ces projets. Vous le savez, la loi donc votée dernièrement, on va dire, entérine cette modalité de travail en mettant donc au niveau national et au niveau régional l'obligation des partenaires sociaux de l'État et de la région de travailler ensemble pour définir les orientations qu'ils souhaitent donner à la formation professionnelle au niveau national, au niveau de l'État, mais également au niveau des régions. Il a décliné au niveau des régions. Alors, l'intérêt de ce rapprochement, c'est qu'effectivement, on permet de mieux analyser les priorités de formation et de rapprocher à la fois les projets personnels des individus et également les problématiques de développement économique d'un territoire. J'ai bien entendu tout à l'heure que tout l'intérêt de l'université, c'est effectivement de permettre à des individus d'évoluer, d'aller le plus loin possible dans leurs projets de connaissances, de savoir et de diplômes. Pour autant, dans le monde de la formation professionnelle, on souhaite toujours essayer d'approcher les volontés individuelles avec les volontés collectives liées au développement d'un territoire. Et c'est vrai que ce dialogue permanent entre les financeurs des pouvoirs publics et les financeurs des pouvoirs économiques et des salariés permet justement de mettre en œuvre ou au moins de donner des orientations qui correspondent peu ou prou aux volontés des uns et des autres. Et c'est en fait dans ce paradigme-là qu'il faut vraiment arriver à rentrer maintenant, c'est-à-dire tenir compte de l'intérêt des individus tout en tenant compte évidemment de l'intérêt du développement de la nation et des territoires. Voilà, c'était un peu le message qu'on souhaitait vous faire passer. Effectivement, essayez toujours de réfléchir, de faire une veille par rapport au secteur professionnel pour identifier quels sont leurs besoins en termes de compétences, de certification, de qualification, aussi bien sur le court terme que sur le moyen, voire long terme. Mais vous verrez que souvent les secteurs professionnels sont mal armés pour travailler sur le long terme. Voilà, je ne vais pas être plus long non plus et je vais vous souhaiter de bons travaux pour ces 3 jours. Monsieur le représentant de la ministre, cher Jean-Paul, Madame, Monsieur les représentants de la région, Madame, Monsieur, chers collègues, représentants des universités de Pierre-Marie Curie et Descartes, cher Alain, cher Jean-Pierre, chers amis, 2 mots d'abord pour justifier ma présence devant ce micro en ce moment. Je dois excuser le président Jean-Louis Sazman de la conférence des présidents d'université, qui devait donc participer à cette séance d'ouverture et qui m'a demandé de m'exprimer en son nom. Ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a d'autant plus fait plaisir qu'en principe, et ça me donne un avantage indéniable par rapport à mes compagnons de tribune, c'est que je reviens vendredi matin pour animer la table ronde de clôture. Donc je pourrais plus abuser de mon temps vendredi que cet après-midi.
Effectivement, j'avais d'ailleurs été très touché quand Alain Gonzalez m'a demandé d'animer cette séance de clôture de vendredi, et j'ai été très touché aussi lorsque Jean-Loup Salzman m'a demandé de venir m'exprimer devant vous pour cette séance d'ouverture. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est à la fois un plaisir, un honneur, mais une cure de jouvence un peu. Je vais dire, j'ai fait tellement, certains vont dire trop longtemps, que je parcours ce monde. Quand Jean-Loup Salzman m'a appelé, quelques jours après que j'ai quitté la direction du CNAM, donc c'était autour du 1er septembre de l'an dernier, il m'a dit « Je voudrais que tu continues pendant quelque temps à nous accompagner, nous les universités, que tu connais bien, sur tout ce champ de la formation tout au long de la vie, de l'apprentissage, tout ce qui tourne en gros autour de la professionnalisation de l'enseignement supérieur. » J'ai bien entendu spontanément dit oui, car s'il y a un fil rouge dans la carrière qui est la mienne, c'est bien certainement celui-là. Et je le dis ça avec d'autant plus de plaisir que je crois qu'on n'est pas très nombreux dans le monde dans lequel que je fréquente, où on peut dire que la professionnalisation des études a toujours été notre sujet majeur ou principal, en tout cas ce qui a conduit notre action. Et je le dis parce que s'il y en a au moins un qui partage cette conviction, il est à cette tribune, et c'est Jean-Paul. Alors c'est vrai que il m'est apparu, et je veux dire, après les 5 ans que j'avais passé à la tête du conservatoire, je le dis pour la région Île-de-France a 16 universités, depuis que la 17e a changé de titre, mais il y a aussi le plus grand établissement de France, d'Europe et du monde, dédié à la formation tout au long de la vie. Il n'y a pas l'équivalent au monde du Conservatoire national des arts et métiers. La commande du président de la CPU et de son bureau, c'était de dire il faut absolument réaffirmer qui pour vous est votre lot quotidien et qui n'est pas forcément encore accepté par tout le monde. Oui, les universités françaises sont présentes, très présentes, toutes avec ce qu'elles représentent, avec leur potentiel scientifique d'enseignement et de recherche sur le terrain de la formation tout au long de la vie. Et le premier acte sur lequel j'ai amené le bureau de la CPU, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, je suppose, ça a été d'organiser un colloque. On dirait que c'est souvent comme ça que ça se passe. Le 28 et 29 novembre, où nous avons eu 2 moments forts, à la fois la présence simultanée de la ministre de l'Enseignement supérieur et du ministre en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, c'est-à-dire Geneviève Fioraso d'un côté et Michel Sapin de l'autre, et à la fois les 2 vice-présidents de l'ARF, Jean-Paul Denano, président de la région Limousin, en charge de la formation professionnelle au sein de l'ARF, et Beauvais, j'oublie son président de la région Basse-Lombardie, en charge de l'enseignement supérieur, pour bien montrer que, y compris au niveau des régions, il fallait tenir les 2 bouts, les deux bouts de la corde, la formation professionnelle d'un côté, l'enseignement supérieur de l'autre, ce qui est toujours la difficulté d'intervention dans l'enseignement supérieur, et qu'on vient de revivre en direct avec les 2 représentants de Jean-Paul Huchon. Savez-vous, si vous avez participé au colloque, vous le savez, depuis combien d'années le ministre en charge de la formation professionnelle ne s'était pas exprimé devant une communauté d'universitaires, en l'occurrence là c'était les présidents d'université et une bonne partie d'entre vous, depuis 1982. Ça fait donc près de 40 ans, un tunnel de 40 ans pendant lequel la formation professionnelle n'avait pas eu l'occasion, alors ce qui ne veut pas dire que les contacts n'existaient pas, mais n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer devant une communauté universitaire. Je le dis d'autant plus que les plus anciens, mais je ne crois pas, je ne vois pas de visage dans la salle, se souviennent peut-être de cette grande cérémonie de 82 à Reims, où nous fêtions les 10 ans de la loi Delors, en
en présence donc de tous les recteurs, de tous les DAFCO, de tous les directeurs de SUFC et de tous les présidents d'université. Ce fut un grand succès. Le succès du 28 et 29 novembre est presque aussi grand. J'ai simplement dit à mes collègues, je le dis parce que nous avons une responsabilité collective, je ne voudrais pas que dans 40 ans on dise « Ah, c'était bien novembre 2013 ». J'espère que d'ici là, on ne va pas attendre 40 ans, je dirais, pour recueillir les fruits de ce qu'est aujourd'hui notre présence. Alors, ça a été dit par pratiquement tous ceux qui sont intervenus à cette séance d'ouverture avant moi. Le colloque de la CPU se tenait juste après le vote de la loi sur l'enseignement supérieur, mais juste avant le vote de la loi sur la formation professionnelle. Le vôtre, le nôtre, se tient après tout, et dans le contexte de reconfiguration du paysage universitaire au travers des communes. Donc, il y a un lien certainement, en tout cas, que moi j'établis avec ma casquette de conseiller auprès de la CPU, entre le débat que nous avions avant le vote de la loi, au milieu du débat parlementaire, et le débat que nous devons avoir aujourd'hui au moment de la mise en œuvre. S'agissant de la loi sur la formation professionnelle, je pense que je ne choquerai personne, et certainement pas mon ami Jean-Paul, qui était dans une autre fonction à l'époque, pour dire que la bouteille est à moitié vide, à moitié pleine. Elle est à moitié vide parce que, à moitié pleine, pardon, c'est essentiel, parce qu'effectivement, je crois qu'elle réaffirme assez fortement, même très fortement, le rôle que les universités ont à jouer dans la formation tout au long de la vie. À moitié vide parce qu'on n'est jamais totalement satisfait, parce qu'on aurait préféré peut-être, effectivement, pouvoir aller plus loin. Vendredi, donc, c'est mon ami Gilles Roussel qui, au cours de cette table ronde, exprimera plus légitimement que moi, j'ai envie de dire, ce que la conférence des présidents d'université a envie de dire, mais qui ne peut être qu'en phase avec ce que vous, représentants de services de ces universités, conduisez dans vos établissements. J'ai lu avec, et Gilles aussi, Roussel a lu avec un intérêt certain le document que vous avez fait parvenir sur la stratégie de l'enseignement supérieur. Je le dis sans flatterie et sans démagogie, j'ai trouvé ce document d'une très grande qualité. Je l'ai comparé, non pas en termes de qualité, mais en termes de cohérence politique, avec le document qui était sorti du colloque de la conférence des présidents d'université, les 21 propositions, que je souhaiterais bien qu'on relise d'ailleurs au cours de ce colloque, même si une partie d'entre elles ne cadre pas directement avec le sujet puisqu'elle tenait d'apprentissage. J'ai sans surprise, le contraire serait au contraire une mauvaise surprise, j'ai sans surprise constaté les convergences politiques entre les deux documents. La nécessité d'aller plus loin dans l'intégration de la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire d'essayer, alors c'est un vœu pieux, hein, je dis ça là aussi devant mon vieux complice, ça fait des années qu'on dit ça, faire tomber la barrière entre enfin faire tomber, adoucir, assouplir, rendre plus fiable, plus fluide le passage de l'initial au continu. C'est un long chemin de croix. Hein. On peut là aussi dire il reste beaucoup de choses à faire, mais on peut dire aussi il s'est passé beaucoup de choses. Et puis surtout, je crois, je terminerai là-dessus, le souci commun qui est le nôtre, en tant qu'universitaire, en tant que représentant du service public. Quand on parle de formation professionnelle, je crois qu'il faut avoir le courage de dire que le service public, pas tout seul, mais quand même ce qui le caractérise d'abord, et ce qui doit le caractériser d'abord, et ce qui donne sa légitimité première, c'est le souci de la qualité. Voilà, mes chers collègues, je ne vous souhaite pas bon collègue, je nous souhaite bon colloque. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, cher Christian, je voudrais tout d'abord vous transmettre les excuses et les regrets surtout de Geneviève Fioraso de ne pas pouvoir être parmi vous. Les regrets, tout simplement parce que le sujet qui est celui de votre conférence
est à l'évidence un des sujets les plus importants pour l'avenir de l'université dans les années qui viennent. Et si elle avait pu être parmi vous, Geneviève Fioraso vous l'aurait dit très nettement et très clairement. Et donc je voudrais vous livrer quelques réflexions rapides en introduction à vos débats sur ce sujet. Alors Christian Forestier vient de rappeler que toutes les universités étaient présentes sur ce créneau, mais en même temps, comment ne pas se dire, quand on regarde quelques indicateurs très simples, qu'à l'évidence, nous n'y sommes pas assez. Un chiffre est souvent cité, avec toute l'imprécision de ce type de statistiques. On estime à environ 4% la part de marché des universités, voire au-delà des universités, sur le marché national de la formation continue. C'est un chiffre qui peut paraître faible, qui est faible, en tout cas certainement pas à la hauteur de ce que représentent nos universités, nos établissements d'enseignement supérieur d'une façon générale, dans un contexte que tout le monde connaît, qui est celui que l'on a l'habitude d'appeler la société de la connaissance, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles la part des diplômés de l'enseignement supérieur, des compétences de haut niveau est de plus en plus importante. Quand la plupart des pays au monde se fixent comme objectif d'arriver à des taux de diplomation de l'enseignement supérieur supérieurs à 50% dans une génération, comment ne pas se dire qu'il y a un champ immense pour la formation continue. Et le premier des messages, c'est celui-là, c'est comment faire en sorte, comment vous aider, comment aider l'ensemble de vos établissements à être davantage présents sur ce créneau tout à fait essentiel. Alors, deux réflexions par rapport à ça. La première, d'abord, c'est le contexte qui a été rappelé. Le contexte qui est fait d'un ensemble de textes dont certains sont adoptés, dont d'autres ne le sont pas tout à fait. Et pour me limiter à l'essentiel, les trois grands textes qui peuvent avoir une incidence sur ce type d'activité, la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013, la loi sur la formation professionnelle qui a été déjà plusieurs fois citée, et puis aussi, n'oublions pas, les textes relatifs à la réforme territoriale, à l'acte 3 de la décentralisation, dont une partie a déjà été adoptée et qui, comme ça a été rappelé par nos collègues de la région Île-de-France tout à l'heure, confie aux régions un rôle désormais plus essentiel que jamais dans l'organisation de la formation tout au long de la vie. Alors ces trois textes, je ne les commenterai pas parce que ce serait trop long, mais pour avoir eu l'occasion dans une vie antérieure d'en suivre la préparation et la discussion, je voudrais simplement retenir quelques points très précis qui vous assignent un certain nombre d'évolutions dans vos pratiques collectives. Et pour me centrer peut-être d'abord essentiellement sur la loi sur la formation professionnelle. Il y a eu plusieurs sujets au cœur du débat sur cette loi, j'en retiendrai trois principalement. Le premier qu'il ne faut jamais oublier, c'est la manière dont le débat sur la loi a tourné d'abord autour d'un premier arbitrage qui était celui entre le développement de l'apprentissage et le développement de la formation tout au long de la vie. C'est un point qu'il faut rappeler pour une raison très simple, c'est que les arbitrages pris et la discussion qui a eu lieu a aussi des conséquences considérables sur le financement de la formation professionnelle. Et ces questions-là sont évidemment devant nous, notamment en matière de répartition, pour reprendre les termes que vous connaissez bien, entre le financement dit sur quota et les financements dits hors quota. Il faut s'en souvenir, j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième sujet qui a été au cœur de la discussion, c'est celui de l'arbitrage relatif au niveau de formation sur lequel il fallait mettre l'accent. Et je voudrais rappeler ici que le débat a été assez vif, notamment quant au fait de savoir comment faire en sorte que la formation professionnelle soit d'abord réservée à ceux qui en ont le plus besoin. Et ceux qui en ont le plus besoin, ce sont d'abord les très basses qualifications. Et la discussion a été assez vive, je peux ici en témoigner.
entre la façon dont il fallait faire porter l'effort, ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure par nos collègues aussi, sur les niveaux 4 et 5, puisque tout le monde connaît les inégalités fortes qui existent dans l'accès au marché du travail entre ceux qui ont un diplôme et ceux qui n'en ont pas. Et donc, la volonté de mettre l'accent sur les formations 4 et 5 se comprend parfaitement. Dans le même temps, où bien entendu, pour les opérateurs d'enseignement supérieur comme vous l'êtes, eh bien, il faut l'intégrer, non pas pour se dire qu'on ne va plus faire de formation au niveau de l'enseignement supérieur, ce qui serait évidemment à la fois une erreur, voire une faute, mais simplement pour repenser la manière de se positionner sur ce marché de la formation continue en tenant compte de cette priorité accordée aux basses qualifications. Alors tout cela, c'est évidemment important, surtout si on y rajoute un troisième élément, alors très novateur, lui, dans ces textes-là, qui est l'élément lié à la portabilité du droit à la formation. Et cela, il faut aussi l'intégrer parce que ça va évidemment engendrer, et ça a d'ores et déjà d'ailleurs engendré, une extraordinaire variété de demandes en matière de formation professionnelle. Une variété à la fois quant aux âges des publics, quant aux situations, quant au statut, quant à la nature même de la demande de formation continue. Alors ces trois éléments, il faut les avoir en tête parce qu'ils ont pour conséquence, et sans vouloir être exhaustif, plusieurs points que je voudrais souligner, quant à ce que j'appellerais volontiers la nécessité d'un changement de culture de la formation continue à l'université. Et le premier de ces éléments, c'est d'abord le risque qu'il y aurait, parce que c'est notre tradition universitaire, de penser que l'offre de formation que nous pouvons délivrer en formation continue ne serait en quelque sorte qu'une transposition à d'autres publics de ce que nous savons, ce que nous sommes capables de proposer en matière de formation initiale. Une des choses très importantes que d'ailleurs vos collègues, notamment je pense au Greta par exemple dans l'enseignement secondaire, ont eu à découvrir ces dernières années et qui à mon avis doit considérablement progresser dans le travail qui est fait dans les universités, c'est la capacité à proposer une offre de formation qui repose d'abord sur une analyse minutieuse de la demande dans cette très grande variabilité que appelle la situation que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est un travail complètement différent de celui auquel nous avons été accoutumés, notamment dans les années fastes, où ni le financement, ni la demande ne pouvaient parfois ne poser de problème particulier à vos services de formation continue. La concurrence, d'ailleurs, s'étant elle-même démultipliée sur ce marché-là, il y a un enjeu absolument majeur que de savoir, je dirais, non pas simplement capter la demande, mais nous sommes sur un marché, vous le savez, où cette demande ne s'exprime pas forcément spontanément. Et donc, il y a un énorme travail d'ingénierie à faire pour, si j'ose dire, faire se révéler une demande qui est en plus complètement différente selon qu'il s'agisse de grands groupes, de grandes entreprises ou plus encore, notamment dans les régions où vous travaillez, le plus souvent, le tissu des petites, voire très petites entreprises pour lesquelles l'expression même de cette demande est souvent en elle-même une difficulté propre. Donc ça, c'est un point que je crois absolument essentiel qu'il faut ici rappeler. Et puis, au-delà de cela, je dirais, il y a une question peut-être plus essentielle qui engage d'ailleurs la responsabilité aussi du ministère, c'est de parvenir à ce que peu à peu apparaisse dans nos établissements une culture de la formation continue dont vous êtes bien placé pour savoir qu'elle n'est pas encore installée comme nous pourrions le souhaiter. Il y a en particulier dans la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche une disposition qui n'est pas d'ailleurs celle qui a fait les gros titres des journaux lorsque la loi a été promulguée, qui concerne la reconnaissance du rôle de transfert de technologie de la part des universités ou de la part de la recherche, au point d'ailleurs que, vous le savez, il y a désormais un nouveau livre du Code de la recherche qui est consacré à cela. Bien, je dirais volontiers, avec toutes les conséquences que nous devons en tirer, y compris au niveau institutionnel, que, à mes yeux, la formation tout au long de la vie, justement par la variété des publics, la variété des situations auxquelles ils s'adressent, l'enjeu majeur en termes de développement économique,
devraient être considérés par rapport à la formation initiale comme, d'une certaine façon, les transferts de technologie par rapport à la recherche. Nous en sommes très loin aujourd'hui, y compris dans la reconnaissance de ce qu'est la mission de formation continue dans les universités. Vous êtes bien placé pour savoir que dans la reconnaissance des parcours en particulier, la mission de formation continue est peu reconnue aujourd'hui. On pourrait dire d'ailleurs d'une certaine façon à peu près la même chose pour la formation initiale, qui peut paraître paradoxal. Et donc on voit bien que là aussi, il y a une transformation culturelle sur le mode institutionnel à effectuer. C'est, je le pense, un travail qui devra être conduit dans les années qui viennent, mais qui est d'autant plus indispensable que précisément les universités montreront cette capacité de mobilisation dans un domaine qui fait complètement partie de leur mission sociale, peut-être plus que jamais dans les périodes de crise que nous traversons. Voilà, bon colloque, et puis surtout, bonne chance pour la suite. Merci.